On accueille Théo au Messer, bien sûr, si vous suivez First Team et Rivers, eh bien, vous connaissez le rédacteur en chef de Rivers. Tiens, regarde, ils sont là, les magnifiques MOOC. Comment ça va, Théo? Ça va très bien, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus. Finalement, je vais vraiment être le 6e homme de First Team, ça continue comme ça. Ça va surtout finir en coloc, hein, mon frère. Moi, je te dis, Tiens, Erwan. ça va finir en coloc, ces conneries, parce qu'on se voit de plus en plus, mais c'est toujours un plaisir. Bon, disons-le, Théo, tu es l'invité parfait pour les deux sujets qui vont s'enchaîner. On va parler des Bad Boys de Détroit, et comme montré Wax, tiens, hop, tac, il est là. Vous avez sorti le MOOC numéro 8 il y a quelques temps maintenant sur les Bad Boys, donc on est en plein dedans. Ouais, exactement. Alors, il n'était pas exclusivement sur ce Détroit. L'idée, c'était de parler un peu de tous ces joueurs ou acteurs du basket qui avaient une mauvaise image pour une raison ou une autre et de voir un petit peu si c'était justifié ou non. Donc, forcément, on a mis Dennis Rodman en couverture. C'est un des 3 joueurs qu'on a mis sur la couverture parce que c'était celui qui, pour nous, représentait le plus cet état d'esprit malgré tout, quoi. Messieurs, on va ouvrir du coup ce chapitre. Les Bad Boys de Détroit, comme on les appelle, un double champion 89-90, une finale aussi en plus, un sweep, c'était des Lakers, je suis pas fou. Ouais, il sweep les Lakers. On est d'accord, très bien, le sweep avec les Lakers, bien sûr. Il perd 4-3 en 88 et il est sweep en 89. Absolument, une des plus grandes équipes, les plus iconiques par un style de jeu inimitable. Raconte-moi un peu, Wax, les premières choses qui te viennent à l'esprit lorsqu'on parle des Bad Boys de Détroit. Déjà, je pense à une équipe. C'est-à-dire pas des individualités les unes à côté des autres, mais plutôt une forte équipe avec un Chuck Daly monstrueux. Moi, je suis quelqu'un qui adore regarder les finales 88, même si elles sont perdues, je trouve qu'elles sont incroyables. Les finales 89-90, évidemment. 90, j'ai un peu moins d'affect pour cette année, même si c'est le back-to-back. Pour moi, les finales, c'est vraiment celles de 89 qui sont exceptionnelles. Mais en dehors même des finales, c'est même les saisons régulières. C'est les premiers à avoir eu c'était les premiers rockstars en fait aussi de la NBA. C'est les premiers qui ont eu leur avion, le premier avion d'une équipe NBA. C'est une défense de feu. C'est des mecs qui jouent les 82 matchs de la saison tous ensemble. C'est évidemment, on voit les images, Bill Laimbeer, moi c'est mon intérieur préféré de tous les temps. John Saller, Rick Mahorn, enfin c'est des mecs qui se laissaient clairement pas faire, mais derrière je trouve on se méprend vachement sur les Bad Boys en disant ouais c'était des mecs qui castagnaient. Des mecs qui castagnaient, il y en a eu plein des équipes de castagneurs dans l'histoire de la NBA. Mais eux, c'était vraiment des champions, c'était des super joueurs de basket, c'était une super équipe de basket. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça. On met trop en avant le côté bagarre parce que c'est les highlights qui veulent ça et puis parce que c'était ce que la NBA voulait leur donner comme image. Mais c'était vraiment pas que ça du tout. Et d'ailleurs, Isiah Thomas, pour moi, était Enfin bon, il y a toujours le débat avec Magic Johnson, etc. Pour moi, c'est le meilleur meneur gestionnaire qui ait jamais eu et qui a jamais apporté un titre à une équipe pareille. Donc, c'est un bel hommage, ça. Erwan, qu'est-ce que tu en dis de tout ça? On sait qu'en fait, dans l'histoire des équipes iconiques, c'est peut-être la plus mal aimée du grand public. C'est clairement la mal aimée. À l'époque, c'était les plus mal aimés, mais ils ont su en jouer. Ils disent souvent, quand tu regardes le reportage sur le 30 for 30, ils disent c'était une époque de destruction et nous, on était le pire dans la destruction. Donc, il ne faut pas croire, les années 80-90, quand on s'est tous amusés à taper Fight 80s, 90s, il n'y a pas que les Pistons qui tabassaient. Et toutes les superstars ont déjà mis des pains, quoi. C'est une année, c'est des époques où le basket, il est hard. Et les Pistons, ils ont répondu à ça à leur manière. Mais ce qui est intéressant dans les Bad Boys, parce qu'il faut évidemment aller plus loin que le côté jouer dur et le côté bagarre, c'est la construction de cette équipe-là, c'est la pensée d'un mec, c'est début des années 80, c'est une équipe qui joue dans une salle de 80 000 places où il n'y a personne dans la salle. Personne. Et tu as un homme qui est un coach à qui on va donner le rôle de jeune, qui s'appelle Jack McCloskey, c'est ça, McCloskey, ouais, et c'est lui qui va penser, qui va construire les Pistons et les Bad Boys de A à Z. C'est-à-dire du coach, de la draft de Mark Aguirre au début. Ensuite, Isiah Thomas, c'est lui qui va chercher Bill Laimbeer. Aguirre, justement, c'est là où c'est un gros choix. C'est qu'ils ont Adrian Dantley, qui est peut-être l'un des meilleurs scoreurs des années 80, qui dégage pour avoir Mark Aguirre, justement. Ah oui, voilà, c'est ça. Il le draft de saison. Il le draft pas, ils prennent Isiah Thomas en deuxième. Ouais, t'as raison. Et donc, Dantley, exactement.
Bill Laimbeer, il joue à Cleveland. C'est un mec qui joue dur, qui est intense, qui lâche rien. Dans une équipe de merde, personne ne va se l'arracher. Et lui, il fait, lui, il joue dur, lui, il joue à fond. En fait, c'est pour ça que l'esprit Bad Boys, en fait, il est né dans la tête de ce GM-là, à qui on a donné les responsabilités. Il va chercher aussi Chuck Daly. Et derrière, Isaiah Thomas est en train de devenir ce qu'il devient. Et là, il attrape Isaiah Thomas, Chuck Daly, lui dit, tu veux t'amuser ou tu veux gagner des titres? Et en fait, voilà, c'est la construction petit à petit des pièces maîtresses. La draft de Joe Dumars, je crois que c'est après le 15e choix, il me semble. Aller chercher Rick Mahorn, qui était un bourrin des boulettes, mais ça a bien matché avec Laimbeer. Voilà, tout ça, toute cette construction qui va faire que cette équipe-là va devenir iconique. Et tu as raison, Rodman, évidemment, mais qui va faire en sorte que ça sera des bad boys, mais ça sera surtout des grands gagnants. Ouais. 18e choix de Joe Dumars, pour être précis, me dit-on dans l'oreillette. Ça représente quoi pour toi, les bad boys de Détroit, cher Théo? Ouais, en fait, je suis d'accord avec Wax parce qu'on parle que effectivement du côté bagarreur, mais moi, je trouve ce que j'en retiens, c'est surtout une équipe en fait, vraiment, avec un collectif hyper bien huilé. Il y avait quand même au moins 4 joueurs qui étaient à 13 points ou plus, une superstar en la personne d'Isaiah Thomas qui a finalement assez vite compris qu'elle ne pourrait pas gagner s'il voulait tourner à 25 points ou plus, ce qu'il aurait largement pu faire, et qui a trouvé le moyen d'impliquer les autres, de tirer un peu le meilleur des autres. J'ai l'impression que c'est une équipe aussi qui a été un peu à la charnière. Ils ont pris des Celtics, cet état d'esprit collectif, je trouve, et ils ont poussé l'acharnement défensif dans une nouvelle direction dans laquelle ensuite des équipes comme les Knicks se sont engouffrées. Ils ont vraiment fait cette charnière, je trouve, entre les années 80 et les années 90. Et voilà, et même il y a des joueurs qui ont été très modernes. Finalement, quand on regarde un joueur comme Bill Laimbeer, c'est un des premiers joueurs de 7 pieds qui commençait à tirer à 3 points. Alors très peu, bien sûr, parce que l'époque n'était pas orientée vers ce type de prise de risque, mais c'était une équipe qui était moderne au bout du compte au moment où elle est arrivée. Il y a deux choses qu'on oublie aussi, c'est que c'est une équipe, les années 80, c'est Lakers, Celtics, Bird, Magic. Les années 90, c'est Jordan, les deux Free-Pit. Entre les deux, c'est les Pistons. Et les Pistons, ils perdent en 88 le match 7. Et Isaiah Thomas, c'est l'un de ses plus grands regrets, c'est de se dire que lui, ils étaient à une entorse. À une entorse de faire le free pit qui n'avait pas été réalisé depuis les Celtics des années 60. Et ça, je sais que les Bad Boys, peut-être qu'avec ce free pit, juste avant Jordan, ils auraient peut-être été dans l'imaginaire considérés certainement différemment. Malheureusement, ça marche pas comme ça, on le sait, hein, surtout sur un premier titre. C'est clair. Et d'ailleurs, le match dont tu parles là, sur une cheville, je trouve que c'est un des matchs les plus sous-cotés de l'histoire de la NBA. Finalement, on en parle assez peu quand on parle des performances incroyables. Ce match, c'est juste dingue en fait. Il suffit de voir moi, j'ai jamais vu un joueur comme ça, vraiment avec une jambe en moins, littéralement, faire le festival que Thomas a fait dans ce match-là. Il ne jouera pas le match 7 d'ailleurs. Hein. Non, pas le match 7. Hein. Tom, en régie, tu peux nous redonner s'il te plaît les stats de Thomas sur ce match, parce qu'on sait que c'était un truc complètement ouf, mais ça montre aussi la hargne et l'orgueil et le côté vaillant de ce meneur de jeu. Ouais. J'aime bien ce que tu as dit sur c'est peut-être le meilleur meneur de jeu gestionnaire de l'histoire. Moi, j'ai envie de te dire que c'est le meilleur meneur de jeu au sens strict du terme. Ouais, Magic est un homme de 2,06 m. On ne connaît pas beaucoup de meneurs de jeu comme ça. Steph Curry est un shooter extraordinaire qui joue beaucoup off-ball. On pourrait citer John Stockton, mais il n'a jamais gagné. Les autres... moins attaquants. Que John Stockton, que Isaiah Thomas ou même mais je veux dire, Stockton, on peut en discuter en termes sur le profil pur du meneur de jeu. Isaiah Thomas, c'est un meneur pur, incroyable pour scorer dans les moments importants, rendre les autres meilleurs, défendre, etc. Avec un physique qui paraît frêle, mais en fait avec une intensité extraordinaire. C'est un mec de Chicago. Hein. Et c'est un mec de Chicago, Thug Life, de fou. Thug Life et sa rivalité avec son ancien meilleur ami Magic Johnson, ça rend aussi le personnage totalement légendaire. Et puis surtout... Vraiment, on dit que c'est les plus mal aimés. Bon, après, ça, je sais pas, je saurais pas juger ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'équipe qui a battu les plus grandes équipes. Un peu comme San Antonio, les Spurs, pour moi, de Duncan, qui ont réussi à battre les Lakers de Kobe et Shaq, qui ont réussi à battre les Cavs de LeBron. Les Cavs aussi. Tu vois, même des grandes équipes. Jeunes, ils battent LeBron. Clairement. Mais pour moi, le cast en face, il est incroyable. Ils ont sorti les plus grandes équipes. Voilà. Ils battent les Celtics de Bird en fin de cycle, mais ils les battent. Ils battent les Lakers de Magic. Ouais. Ils battent Jordan avant qu'ils soient les Bulls de Jordan. Ils empêchent Jordan d'avoir ses premiers titres. Parlez-moi un peu de la rivalité entre Magic et Isaiah Thomas. Franchement, ça, c'est une histoire extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez.
Celle-ci, Si, vas-y, si. Théo, ou Erwan, celui qui veut. Bah si, de toute façon, ils étaient super potes au point même de se faire la bise avant, au début des matchs, etc. Et puis, ce qu'il en ressort, c'est que tout s'est cristallisé au moment de l'annonce de la séropositivité de Magic Johnson, et où Magic dit qu'il a entendu que dans son dos, Isaiah Thomas aurait laissé entendre que Magic était gay, et que c'est comme ça qu'il aurait chopé le sida. Et c'est un truc dont ils ont qui les a brouillés à vie pendant plus de 25 ans, je crois. C'est Jusqu'à ce que ESPN fasse Finalement, cette Il y avait, émission. Alors, il y a ça, mais avant mais il y ça, a sur la le finale, sportif. la première finale. Voilà. T'as raison, le il taquet, y a tu veux cette dire, image, oui. il y a cette image extraordinaire où les premières finales qui jouent l'un contre l'autre, il y a la bise de Magic à Isaiah Thomas. Et en fait, Magic, dans ces finales-là, Pour a montrer le l'exemple. match à Détroit pour montrer l'exemple, pour dire attendez, vous jouez dur. Et il ne faut pas oublier que le showtime des Lakers, il les passe dans le dos, on voit ça, les highlights. Et les Lakers, ils envoyaient du bois. Ils envoyaient du bois terrible. Ils envoyaient du bois terrible. Et il y a Magic Johnson qui va marbrer complètement, on appelle ça comme Mais ça. il lui met un coup de coude dans la gueule, ni plus ni moins. Il va marbrer complètement Isaiah Thomas pour lui dire frérot, tu veux jouer au dur, mais nous aussi on est dur. Et on est champion et on veut faire un back-to-back. Et là, Isaiah Thomas, il est pris un peu à son propre jeu. Il dit tu veux la. Et il se plaint un peu. Et là, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Et déjà là, ils étaient potes. Ça, c'est la première rupture. Et ça, c'est la première rupture. Parce qu'on parle de potes, et tu as raison, ils se font la bise, mais parce que tous les étés, ils les passaient ensemble. Leurs femmes étaient très amies, ils étaient tout le temps fourrés ensemble pour s'entraîner chaque été. Donc les joueurs NBA, Kevin pourra en parler, mais il n'y en a pas tant que ça qui se retrouvent les étés pour s'entraîner, pour passer clair. 2 mois ensemble. Surtout à l'époque. En off-season. À l'époque, Encore c'était plus en quasiment tabou, quoi. Il y avait des rivalités qui étaient énormes. Donc le coup de coude, et ensuite, bon, alors là, l'histoire catastrophique et les rumeurs. C'est cata, ça. Ouais, celle-là, Mais c'est terrible. il en a fait d'autres. Vous vous souvenez quand Rodman il dit Larry Bird c'est un bon joueur, Ouais. mais si c'était un Renoir, il serait considéré comme un joueur normal, et que le journaliste qui a enregistré ça, il va voir Isaiah Thomas quand ils perdent contre les Celtics pour dire regarde ce qu'a dit Rodman, il fait bah je suis d'accord avec ça. Et que derrière ça fait un buzz cata et qu'il faut une conférence de presse Pendant la finale. pendant les finales NBA avec Bird et Isaiah Thomas, et qu'Isaiah Thomas il est encore catastrophique pendant cette conférence de presse où il parle avec son sourire là. Oui, c'est pour ça qu'il est aussi détesté. Oui, Isaiah Thomas. détesté. C'est pas que de beurre dans cette Ouais, et Bird, il se conférence. barre, et ouais. Bird, à un moment donné, il Regarde, dit- moi. et moi, Bird, il dit frère, c'est bon, tu m'as gonflé. Il se barre. Le mec se barre, et Isaiah Thomas, il est comme un con, il sourit, mais il rit jaune. Mais c'est pour ça qu'aussi que les Pistons sont détestés, parce que Mais oui, le oui, visage, bien sûr. c'était Isaiah Thomas, et c'était un branleur. Oui, et C'était puis- un provocateur. Oui, et puis tout ça, ça lui coûte aussi la Dream Team. Alors, avant d'aller sur la Dream Team, on peut dire Ouais. quand même qu'on a eu la chance de le rencontrer. Enfin, Ouais, on a eu la chance, tu as eu la chance de passer du temps avec lui à l'époque, et que l'homme que nous, on a rencontré et recroisé d'ailleurs à Londres quelques années plus tard. Enfin, Il est charmant. On l'a recroisé où? Non, 2 fois à Londres, l'année d'après. Ouais, Voilà. ouais. Il est adorable, le mec. Il est adorable. Incroyable. Bah oui, bien sûr. Mais après, bon, c'est plus la même chose. Il a pris de l'âge, il est plus du tout en compétition. Mais C'est jamais, tu sais, il est jamais, quand on lui demande qu'est-ce que tu dis sur ce déclat de Larry Bird, il fait j'ai jamais dit ça. Tu sais qu'il est avec, bah, évidemment, Oui, il est obtus, obtus. il est obtus. Et moi, on n'est pas là pour le descendre. Mais je pense que c'est ce qu'il faut aussi, que les grands joueurs comme ça, les Hall of Famers et tout, il faut pas croire que c'est des mecs sympas, toujours dans le jeu, dans le non, basket. bien sûr, bien sûr. Non, non, mais même, de toute façon, moi, tu sais, on se suit sur les réseaux sociaux, on s'écrit souvent, genre pour souhaiter la bonne année, les machins et tout. Et donc, je regarde tout ce qu'il met. Et à chaque fois qu'il y a un taquet à mettre sur Jordan, machin, dès qu'on peut glorifier LeBron, dès que machin, il est là. Il est, tu vois, c'est un yinche. Lui, ce qu'il veut, c'est il lâche rien par rapport Mais à tu sais son que discours et tout. j'entendais un journaliste, là, je tombais sur les petits extraits des émissions aux États-Unis. Et un mec, je sais pas, il y avait un débat autour de Jordan et Isaiah Thomas. Il disait que je pense que Jordan déteste aussi Isaiah Thomas parce que quelque part, il a vu en lui un compétiteur. On parlera tout à l'heure de Jordan et de peut-être ses plus grands adversaires. Et le mec disait, je trouvais ça assez juste, que dans la dalle, dans la hargne, dans je lâche rien, dans je suis un tueur, c'est peut-être Isaiah Thomas qui s'est le plus rapproché de Jordan. Ouais, et en plus, comme on disait de Chicago, il disait Chicago, c'est ma ville, gros. Bon, c'est- Bon, et, ouais, Non, mais dans la rivalité, c'est vrai que ça rajoute. à l'époque, ça Mais rajoutait c'est vrai que dans la un truc. Mais il était dramaturgie, il y a dégoûté ça. visiblement, effectivement, de voir qu'à Chicago, il n'était pas apprécié autant qu'il aurait aimé l'être quand il revenait dans la ville, parce que voilà, ça avait été pris par Jordan, la folie autour des Bulls, et finalement, il s'est senti dépossédé de sa propre ville, alors que c'est vraiment un mec de Chicago, des quartiers durs de Chicago, qui a Ouais. une histoire assez folle. Et là, ça, on peut comprendre quelque part. Tu dis, c'est mon pire ennemi qui prend ma propre ville, et quand je reviens chez moi, je
suis plus le bienvenu. Je pense que ça, il l'a jamais accepté, quoi. Ouais, ça c'est un somme que tu peux pas enlever. À un Ah bah homme. non, c'est impossible. Ouais. Oh, Moi, ça m'a fait pareil avec Jérôme Leroy. N'importe quoi. Parlons de cette rivalité vite fait, parce que tu as commencé à en parler. La rivalité avec Jordan, qui commence bien sûr sur le terrain, et les Jordan Rules, le jeu dur et cette tactique fantastique. Un incroyable livre qu'on vous conseille tous de lire si vous voulez aller loin sur cette tactique qui mène à sa non-sélection à la Dream Team, à la meilleure équipe de tous les temps. C'est quand même terrible d'imaginer qu'une mésentente avec un homme, alors une vraie mésentente avec le meilleur joueur de tous les temps, amène à ce que tu ne fasses pas partie de cette équipe. Sachant que c'est Chuck Daly, Le coach. le coach Mais de c'est cette en équipe. fait, Ton propre coach. à l'époque, donc le livre il est exceptionnel qui s'appelle Dream Team. Là, je vous conseille à tous de le lire. Mais en fait, toute la construction de la Dream Team, même s'il y aura que des joueurs incroyables, elle repose sur un gonze en 92, c'est Michael Jordan. Et lui, honnêtement, l'été, aller faire les Jeux Olympiques, il en a rien à foutre. Il va aller jouer au golf. Il a des saisons monstrueuses. Il est double champion NBA. Il a autre chose à foutre. Et il lui casse la tête, il lui casse la tête, il lui casse la tête. Et il se retrouve dans une situation où à un moment, il dit OK, mais à une condition. Et la condition, c'est qu'il n'y ait pas Isaiah Thomas. Et les mecs, ils font OK. Bah Et oui. les mecs font OK. Ouais. Et voilà, mais il dit OK, j'y vais. D'accord, il y aura Barclay, son pote. D'accord, il y aura Magic, Nickel, Nana, Bird, donc voilà, toute l'équipe qu'on connaît, Drexler. Mais il dit par contre, une condition, lui, c'est mort. Si lui, il vient, moi, je viens pas. Bon, ben, le choix, il était vite vu. Hein. Bah ouais, parce qu'en plus, nous, on voit ça que d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue de l'à côté, et on en parlait tout à l'heure avec Kevin par rapport au NBA Global Game, faut pas oublier que c'est des mecs qui étaient en Kansva quand même. Ils avaient quand même pas up de ce qu'ils allaient avoir à Barcelone. Tu vois, ce qu'ils voulaient, c'était passer du bon temps avec une équipe. Alors nous, d'un point de vue Ils en ont basket, passé, visiblement. ouais, Ce qui se raconte. bah ouais, carrément, ouais. Et je pense qu'effectivement, il s'est dit, alors d'accord, vous voulez me sucrer mes vacances, au moins que je sois avec un bête de crew, quoi. Au moins que je sois avec mes gars et pas avec ce mec que je peux pas saquer, quoi. Il y a deux petites stats intéressantes. Alors déjà, pour le match sur la blessure, le match 6 en fait NBA, il a mis 43 points. Donc regardez les images, on les a vues tout à l'heure. Hein. Mais blessé, il peut pas courir, le mec, il met 43 dans une finale NBA, ce qui est fou. Et lorsqu'il n'apprend pas qu'il va rejoindre la Dream Team, le match d'après contre le Jazz, il marque 44 points. Pas content, j'ai l'impression, Isaiah. Parce que là aussi, il y a eu toute une polémique parce qu'en fait, il s'est dit qu'il supportait pas que John Stockton ait été pris à sa place et qu'il avait voulu montrer à John Stockton qui aurait dû être pris. Et là encore, c'est pas clair parce que derrière, il a fini par s'excuser auprès des parents de Stockton en disant que c'était pas ça qu'il voulait dire, qu'en gros, il voulait dire qu'il aurait dû être pris en même temps que Stockton et qu'en gros, c'était selon lui par principe d'élimination Chris Mullin qui avait pas sa place. C'est ce côté-là en fait, je pense que les gens aussi, tu vois. ont pas accepté. C'est ce côté grande gueule, mais qui assume pas forcément jusqu'au bout toujours ce qu'il peut dire, quoi. Regardez son dribble, regardez la rapidité. Ça, c'est des gars qu'on voit aujourd'hui. Ah, c'est des mecs en avance. Kyrie avant l'heure. Hein. Ouais, il y a du Kyrie avant l'heure. Il y a du Kyrie avant l'heure. Même numéro en vrai. plus, donc ça se tient, t'as raison. Mais regardez là, le mec, c'est un joueur exceptionnel avec son 1m85, sous-dimensionné physiquement sur le principe. Mais bon, quand t'es aussi rapide, aussi technique et aussi adroit, en général, ça se passe bien pour toi dans la grande ligue. Est-ce que vous avez vu l'interview d'ailleurs de Isaiah Thomas et Joe Dumars qui interview Stephen Curry et Klay Thompson? Vous l'avez vu? Non, jamais. non, Ouais. pas Et- vu. et- Ça a l'air cool. il est mortel. Il est C'est mortel. bien que tu parles de Joe Dumars parce que Ah ouais, Joe Dumars, t'as attention. le feu et le Ouais. froid. Et là-dessus, ce que fait Joe Dumars, qui est déjà MVP des deuxièmes finales en 90, la draft de Joe Dumars, c'est aussi un. Ça change tout. Ça change tout. Ouais. C'est lui qui va catalyser. Bien sûr. D'ailleurs, Isaiah Thomas lui reprochait même d'être trop proche et trop pote avec les mecs des Bulls. Mais Joe Dumars, ce qu'il fait, ce qu'il apporte à cette équipe des Bad Boys, c'est aussi, c'est pas des coups de coude dans la bouche Ouais. ou autre. C'est du basket pur, c'est de la défense. C'est lui qui s'est collé sur Jordan aussi. Donc, l'apport, ce que fait Joe Dumars sur les Bad Boys, c'est fantastique. Ouais, de toute façon, Joe Dumars, c'est l'âme des Pistons. C'est le joueur pour moi qui représente le mieux les Pistons. C'est le mec qui a joué le plus de fois avec le maillot des Pistons dans l'histoire des Pistons. Il a joué plus de 1000, Il joue à Grand Hill. 1089. Il a joué Ouais. à Grand Hill. C'est-à-dire qu'il a vraiment. Les deux époques, quoi. En fait, et puis c'est lui qui a formé Lindsay Hunter, qui a été champion plus tard en 2004 aussi. Il a été évidemment le président des opérations basket. bien sûr. Et puis aujourd'hui, maintenant, il est vice-président de la NBA. Enfin, c'est quand même. Il a un parcours exceptionnel. Mais Joe Dumars, pour les fans de Détroit, en tout cas pour moi, c'est le mec qui représente le mieux. C'est le meilleur ambassadeur possible des La Pistons. fac de Joe Dumars.
Oklahoma? Non, je sais c'est pas une du fac tout. minuscule. Louisiana? Non, c'est McNeil, un truc comme ça. Bonne info. Alors Tom, tu vas me dire. McNeil. Je crois que Pendant qu'Erwan réfléchit, En Louisiane, non? je suis là, bonne question. McNeil déjà. Est-ce que tu l'as, Tom? De géographie. La moi. fac de Joe Dumars. On aura une petite question dans quelques instants pour gagner un super maillot. Bien sûr, on revient vers vous dans un instant pendant que Tom cherche, j'imagine. McNeil State. McNeil State. Ouais, j'étais pas loin. Voilà, Pas pas loin, cadeau, pas loin, celle-là. pas loin. Ouais, pas cadeau Mais celle-ci, tu sais hein, qu'une clairement. une fois, quand je bossais un peu mes facs et tout, je bosse et je vois McNeil, je faisais un truc sur du et je vois sa fac et on fait un quiz qui suis-je dans le first des shows. Tom il dit fac de McNeil. Donc la veille j'avais lu Joe Dumars. J'avais plié le qui suis-je en 10 secondes. L'autre il était là, il me dit comment tu sais ça et tout. En effet. C'est bien que Le tu dis ça métier. parce qu'on est là ensemble, on va parler de Michael Jordan dans quelques instants, mais à la fin, on va se faire un énorme quiz. On a concocté un gros quiz avec tout ce qu'on adore, des questions de rapidité, une énumération, Génial. une mosaïque et bien sûr un grand qui suis-je pour se terminer. Donc vous c'est restez génial. bien avec nous comme toujours. La libre antenne NBA sur First Team, elle est maintenant en direct sur Twitch. Les amis, très intéressant, passionnant de vous entendre parler sur les Bad Boys. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les qualifier? Je te laisse toi le dernier mot, le grand fan des Pistons. Bah écoute, moi je regrette juste une chose effectivement, c'est que cette mentalité qu'ont eu les Bad Boys, qui s'est retrouvée en 2004 quelque part avec les frères Wallace et avec. Pas frère. hein. Non, je sais. Non, mais C'était faut le dire, je crois. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a des gants, ils viennent nous voir dans les bureaux, ils font dire moi, mais je leur préfère, c'est les frères Wallace 100% Ouais, qu'ils ont la même mère, tu vois, donc Ok, même ok. père. Et sachant qu'ils pensaient que William Wallace aussi faisait partie de C'est la clair. truc Liberté. Pour la petite anecdote, Ben Wallace a 12 frères et sœurs. Je sais pas si vous le saviez. Si, bien sûr. Gros mythe. C'était le- C'est l'Ouest à Paris d'ailleurs pour la semaine. Premier degré par contre. il est vraiment là. L'anecdote, c'est qu'il était le plus petit de sa fratrie. Voilà. Ah, ça fait penser un peu Voilà. à la famille Adams, enfin Voilà. Steven Adams, le néo-Z qui Ouais. a toute sa famille qui fait 2,10 m et sa sœur qui est au JO, je crois, au lancer Non, du c'est- poids. Lancer du poids. Lancer du poids. Sympa le reste hein, pour la bagarre Ouais, famille contre c'est famille. clair. Mais non, mais tout ça pour finir en disant que effectivement, après toutes les confs de finale qu'ils ont fait avec l'équipe de 2004, la continuité, etc. Il y a un truc qui s'est un petit peu perdu au niveau de l'identité. Et aussi le fait de plus jouer au Palace d'Auburn Hills, je pense qu'il y a quelque chose qui voilà parce qu'en 2013 il y a quand même des anciens qui viennent rejouer. Il y a encore Tayshaun Prince qui est là, il y a Billups qui revient. Je parlais tout à l'heure du fait que c'est une ligue, la NBA, où il y a de moins en moins d'anciens qui viennent. Moi j'avais kiffé que Billups revienne et se dise. Ben Wallace aussi revient. hein, Ben il est Wallace revenu. était revenu Avec avec le numéro 6. bien sûr. Bien sûr. Et voilà, et c'est bon, bah maintenant il n'y a plus aucun joueur de cette époque-là qui est encore en activité, évidemment. Mais voilà, moi ce que j'espère pour les Pistons en devenir et Killian Hayes, j'ai grave kiffé son petit coup d'épaule sur James Harden, c'est que ça revienne que Ça manchette sur Wagner. Ouais, sur Wagner, excuse-moi. Plus coucher un Oui, Allemand. oui, tu sais, oui, oui. Oui, ça fait toujours plaisir. Et, Oui, mais attaquer à Harden, bien sûr, mais c'est sur le contre-attaque. Ouais. Après, mais son petit dunk, son petit Ouais, up là. exactement. Quelques jours. Mais ouais, j'aimerais bien que les Pistons reprennent un petit peu la mentalité qui fait partie de l'ADN complète de cette équipe, qui est complètement perdue. Mais d'aujourd'hui. Plus compliqué. bien sûr, plus compliqué, mais c'est le rêve, je pense, de n'importe quel fan des Pistons, c'est de retrouver un peu ça, quoi. Bien sûr. Et tu sais que la vie, c'est un cycle. Oui. Quand on ne sait jamais, une équipe bien dure au mal, bien défensive. À Détroit, on en reparlera dans quelques années si ça revient. Il y a Stewart. Pourquoi Si pas tu nous entends. à courir derrière des joueurs, à courir derrière LeBron. C'est le moment. On va vous faire gagner ce maillot d'Isaiah Thomas. Ça se passe dans le chat tout de suite. Toi, je sais que tu l'as en plus signé de la main du maître à jouer, dédicacé par le boss, absolument. Ça, on joue maintenant ensemble. Écoutez-moi, c'est très simple. Pour participer, donnez la bonne réponse à ma question avec le nom du joueur, parce que c'est un joueur qu'on va chercher. Et ensuite, après son nom, B4B. Donc, bien sûr, pour Basket for Ballers, puisque avec Michel Hennes, c'est nos amis qui nous offrent la possibilité de vous donner ce maillot par un jeu concours. La question est simple. Ça a été dit en plus, mais bien, c'était fait exprès, bien sûr. Ça a été dit il y a quelques instants. Donnez le nom du MVP des finales 1990. Donc, prénom, nom et B4B. Pour Basket for Ballers, pour participer dans le chat sur Twitch tout de suite. Et on donnera bien sûr les noms des gagnants à la fin de l'émission. Merci messieurs, c'était passionnant de vous avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.